Bonjour à tous, ici les Lucas Filles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des choses qui nous plaisent un petit peu moins dans la postlogie. Si vous nous suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que nous adorons la postlogie. Nous adorons la plupart des choses qui sont faites dans l'univers Star Wars depuis le rachat par Disney. Mais, écoutez... de la même manière qu'on avait trouvé des choses à apprécier dans la prélogie, on vous avait fait une vidéo à ce sujet, on s'était dit qu'en toute justice, il fallait aussi qu'on vous parle des petites choses qu'on n'aime pas trop dans la postlogie. Ces films sont très bien, mais ils ne sont pas parfaits. Donc, c'est ce qu'on va explorer avec vous aujourd'hui. Ouais, c'est pour une question de fair play, mais je t'avoue que moi il a fallu que je me fasse violence. Et j'avais eu du mal à trouver des choses dans la prélogie. J'y étais arrivée. Pour la postlogie, je me suis un peu forcée, j'en ai trouvé quelques-uns. Mais alors c'est vrai que comme elle prend cher en permanence la postlogie par une bande de fanboys agités et de critiques qui n'ont rien compris au film sur les mainstream médias et réseaux sociaux, j'ai juste pas envie d'en rajouter moi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime moins ou des choix qui ont été faits qui auraient pu être meilleurs, enfin qui sont pas forcément réjouissants. Donc allons-y, bâchons la postlogie, Aurélie. On va pas bâcher, je pense que il y a pas matière, mais bon, c'est plus une question d'honnêteté intellectuelle. Donc, tu veux qu'on fasse par épisode ou comme ça nous vient? Peut-être par épisode. Allez, on lance dans l'épisode 7, dans le réveil de la force. Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Alors, ce qui m'a pas plu dans l'épisode 7, il n'y a pas grand-chose. J'avoue que tout le passage avec les Raftars, à un moment donné, j'ai trouvé que la séquence était un petit peu longue. Complètement d'accord. Ça cassait un peu le rythme. Alors, ça reste un film qui est extrêmement soutenu, qui est très très dense. C'est un film de JJ, donc il se passe mille trucs. On en prend plein la tête, il n'y a pas de souci. Mais cette scène, je pense, qui est quand même beaucoup destinée aux enfants. À un moment donné, il faut le combat avec la créature, puis bon, ça se cale aussi dans l'arc de Rey, il faut qu'elle affronte des dragons. Mais moi, j'ai trouvé que cette séquence, elle était un petit peu longue à mon goût. J'étais à deux doigts de m'ennuyer. Peut-être pas que les enfants, justement. Je pense que ça va avec le côté aussi pour les fanboys qui voulaient des mercenaires et de l'action. Moi, le Kenji Club et compagnie, ça m'a saoulée, quoi. J'ai trouvé ça, trop... Enfin, c'était pas indispensable de les avoir. Ça apporte rien, on les garde pas longtemps. L'accent écossais improbable en version originale, si vous l'avez pas vu, ça m'a fait un peu tiquer. Bon, ça m'a fait tiquer de manière rigolote, j'étais pas, oh mon dieu, ça ressemble pas à du Star Wars, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Alors les Raftars, ouais, ils sont rigolos, ils sont chouettes, mais ça aurait pu durer moins longtemps, je suis parfaitement d'accord. Ou peut-être qu'on aurait pu retrouver Han Solo sous un autre contexte, j'en sais rien, mais c'est comme toi, c'est pas ce que je préfère. Le seul truc, alors bon, c'est vrai que moi de voir les acteurs du raid, ça fait toujours plaisir au premier visionnage. Je connaissais pas moi, donc c'est vrai que là j'ai pas eu la référence, ça me parlait pas. Et je pense que c'est une préfiguration du destin de Han dans la mesure où il dit à Chewie si je m'en sors en baratinant à chaque fois, et la seule fois où ça va pas fonctionner, c'est quand il sera face à son fils, malheureusement. Donc je pense que c'est d'un point de vue narratif et thématique, c'est aussi pour ça qu'il y avait ce passage avec Anne. Mais oui, la séquence aurait gagné à être un petit peu moins longue, je pense. Oui, non, mais c'est pas comme un cheveu sur la soupe, comme tu l'as dit, il y a plein de choses. Il y a l'histoire du bowcaster, de l'arbalète de Chewie qui est introduite. Il y a plein d'éléments qui sont repris, qui sont intéressants. Et même le fait que Chewbacca se fasse blesser, c'est bien aussi. Donc ça permet après d'avoir une séquence intéressante. Moi, je chippe avec l'infirmière. Non, c'est vrai, il est là en train de raconter sa vie. C'était un petit passage pour le coup qui était pas long et qui était sympa. Mais c'est vrai que bof, ouais. Pierre, le côté gamin, là, ils sont en train de ramper. Oui, t'as raison, c'est pour les enfants parce qu'ils sont là en train de ramper dans tous les sens et c'est que du gag finalement ce passage-là. L'équivalent dans l'épisode 8, ce serait la course-poursuite avec les Fathers dans Canto Bight en fait. C'est moins ludique, moi je dirais, les Fathers. C'est moins gag. Il y a d'ailleurs pas tellement de gags. C'est plus la séquence Mon petit poney de rose. mais là aussi, c'est une séquence, tu as raison, qui est peut-être trop longue et en plus elle a été écourtée parce que quand on voit le making of il y avait encore plus de moments de course de Fathers, exactement.
Si on reste dans l'épisode 7, qu'est-ce qui pourrait me déranger, moi Eh ben, c'est les scènes coupées, en fait. Je triche un peu. C'est-à-dire, c'est quand on sait qu'il y a des lignes, des phrases, des répliques qui ont été coupées, comme je ne veux pas te tuer, dans la scène du duel de Starkiller, dans le passage avec Snoke où il y a la compassion. Qu'il éprouve pour Rey. Qu'est-ce qui me gêne d'autre ? Et puis l'idée que peut-être à un moment ils avaient prévu d'avoir je sais pas, le rêve de Rey qu'on voit dans la novélisation. Je sais pas si du coup ils l'ont monté, je pense pas, mais le fait qu'elle aurait entendu une voix qui l'appelait, qui disait je reviendrai te chercher mon cœur là. Ça, c'est des choses, du coup, pour moi, c'est des regrets, on va dire. J'avais mis la même chose, garder certaines lignes dans l'épisode 7 pour lever l'ambiguïté sur les sentiments entre Rey et Kylo, enfin, surtout de Kylo vis-à-vis de Rey. Même dans la scène de l'interrogatoire, dans le roman, il la détache. Il lui dit qu'il veut pas lui faire du mal, mais qu'il n'aura pas le choix s'il a besoin de la carte. Je pense que du coup la scène d'interrogatoire, que je trouve très bien par ailleurs telle qu'elle est dans le film, mais peut-être qu'il y aurait eu moins de backlash sur c'est du viol et machin, s'il s'en était tenu à une version antérieure du script, puisque c'est à partir de ça que l'auteur avait travaillé pour sa novélisation. Donc voilà, je te rejoins là-dessus. C'est ça. Mais en fait, je viens de me rendre compte que s'il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée dans le réveil de la force. Non, mais des petites choses. Par exemple, pourquoi encore une planète désert ? Ouais. Elle aurait pu être n'importe où, dans les mêmes circonstances, abandonnée, pas savoir qui elle est, etc. Alors c'est vrai que nous recoller une planète désertique, en termes de world building, c'était un peu limité. Alors on sait pourquoi peut-être ils l'ont fait. C'est pour les parallèles. Là, on vous renvoie à l'épisode expert sur les parallèles avec Amidala. D'accord, pourquoi pas, mais peut-être qu'un autre monde aurait été plus intéressant, donc il y a ce regret-là aussi. Il y a également toutes les fausses pistes qui expliquent le bordel qu'on a aujourd'hui dans le fandom, c'est-à-dire nous avoir... Alors, ils ont le droit de teaser et de nous enduire avec de l'erreur, c'est très bien, mais par exemple, quand ils ont teasé Finn avec un sabre laser... pour le peu qu'il l'a, et comme c'est pas lui qui va être le Jedi, c'est pour ça qu'on en a encore aujourd'hui qui sont agités du bocal en mode mais ça aurait dû être Finn, le dernier Jedi, parce que il est temps d'avoir un Jedi noir. Il y avait Mace Windu, c'est vrai que je comprends qu'en termes de représentation ça puisse être frustrant pour de nombreuses personnes, et donc c'est vrai qu'il y a eu une déception à ce niveau-là. Bon, c'est encore une fois, c'est à cause du marketing. C'est plus le marketing, là, ouais. C'est ça. Et puis le fait qu'il y ait cette insistance sur les origines de Rey avec Maz qui pose la question à Anne, et la scène elle est coupée juste après, qui est c'est qui cette fille ? C'est une phrase qui amène à rien, à part à tout le bazar de mauvaise lecture de fanboys qui sont persuadés que Rey est la fille de Anne. Ou de Luke, ou de machin, toutes les théories à la con. C'est ça. Donc c'est bien gentil, JJ avec sa boîte mystère. Ça suppose que les gens sont intelligents, ce qui est pas toujours le cas malheureusement, et qu'ils arrivent à lire tous les autres signes qui sont donnés, parce qu'effectivement c'est sympa de brouiller des pistes et de vouloir faire des twists. J'ai rien contre ça, mais c'est vrai que à trop vouloir brouiller les pistes ou à faire à laisser entendre que possiblement les mystery box de J.J. Abrams, ça brouille les pistes, mais c'est pas nécessairement sur des points majeurs de l'intrigue. C'est juste que c'est une façon pour lui d'investir le spectateur dans l'histoire et le faire gamberger et de faire marcher son imagination. Parce que dans le réveil de la force, t'as quand même sur les grandes lignes vraiment les choses très importantes. Il met le paquet, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont vu Reylo tout de suite après l'épisode 7, quoi. Moi, dans l'épisode 7, j'en ai encore un autre, c'est le CGI de Snoke, que je trouve dégueulasse. Alors ça passe parce que c'est censé être un hologramme, mais heureusement qu'ils ont rectifié le tir dans l'épisode 8, où là, pour le coup, le design est nickel. Ouais, puis alors du coup, il a pas du tout le look qu'il a après dans le 8. Les formes vaguement, globalement, sont conservées, mais au niveau de la texture, au niveau de... Il y a des choses qui sont pas complètement raccord. Non, mais même la manière de s'habiller, tu sais, on en avait parlé sur justement la BD de Snoke, c'est-à-dire qu'il est habillé beaucoup plus glamour, qu'on le voit où il est en sombre là, dans l'hologramme.
c'est vrai que du coup, ça correspond moins à sa personnalité, on va dire, de pervers pépère, UF clairvoyant, quoi. C'est pas comme ça qu'on l'appréhende, hein. JJ, c'était pas trop mouillé. Il l'avait présenté comme un grand seigneur, un grand utilisateur du côté obscur, le Big Bad qui fait peur et qui tire les ficelles, etc. Mais je pense que vraiment l'idée d'aller très très loin dans le fait de le coder comme un pédophile, un pervers, etc., ça vient de Ryan, évidemment avec l'aval de JJ, de la prod, de Kathleen Kennedy, etc. Mais je pense que ça s'est vraiment décidé au moment de l'épisode 8. Ouais, sûrement, mais du coup, c'est vrai que c'est dommage. Parce qu'encore une fois, ça a fait. Ça a lancé toutes ces théories à la noix, là, bon, qui étaient finalement moins intéressantes. Hein. Mais, ouais, je sais pas. Ce qui m'a gêné aussi, c'était que Andy Serkis était encore trop en mode Gollum sur la voix. Ça m'a gêné aussi, vraiment. The scavenger resisted you. My precious. My precious. Mais je pense que justement, voilà, bon. C'est parce que JJ savait pas encore, il s'est pas beaucoup investi dans quel genre de méchant Snoke devait être. C'est juste l'hologramme, la figure, un peu comme l'empereur dans l'épisode 5 en fait. La figure menaçante, et que du coup Andy Serkis a peut-être eu plus de liberté, où il a été moins bien dirigé, ou de façon plus vague, que quand Ryan Johnson a pris le projet et lui a donné des consignes beaucoup plus claires, genre tu vas canaliser Hugh Hefner. Donc et c'est là que Andy Serkis / Gollum s'efface complètement derrière Snoke, et Snoke devient d'un tout autre calibre en fait. Ouais, c'est ça, ils lui ont dit fais ce que tu sais faire. Il avait le choix entre King Kong, la planète des singes, ou Gollum. Il a dit bon bah alors je vais pas faire la planète des singes, donc il est parti sur Gollum. Non, un peu plus si on avait Cheetah, si tu veux, en suprême leader. Ça aurait été bien aussi dans le genre, hein. Donc, crossover univers alternatif, Star Wars planète des singes, il y avait matos. Hein, la postlogie aurait pris une toute autre saveur, hein, notamment l'arc de Kylo, je pense. Alors par contre, du coup, on va accorder ça aux fanboys, ceux qui étaient partis sur les théories, ouais, en fait, Snoke, c'est Palpatine. Bon, alors c'est pas le cas, mais par contre, ils avaient instinctivement senti que peut-être Palpatine reviendrait. Le fait est que toutes les ébauches qu'on voyait dans l'art de la Force, l'art du réveil de la Force, allaient en ce sens. Donc, bon, par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas assez, il n'y a pas assez d'indices d'un retour possible de Palpatine dans le 7 et le 8. Ce qui pourrait être aussi peut-être un regret a posteriori. S'ils vont vers ça, dans le 9, pour le coup, ça aurait peut-être été bien de nous mettre plus d'indices avant. Ouais, sauf si le retour de Palpatine se fait par un truchement qu'on n'a pas encore envisagé. Ce sera forcément plus tordu qu'un retour en chair en os ou un clone. Et ça, on l'avait déjà évoqué dans d'autres vidéos. Et parce que le souci, quand ils mettent pas d'indices, justement, c'est qu'on leur reproche après le côté, mais en fait, vous l'avez sorti de nulle part, vous écrivez au fur et à mesure, il n'y avait pas de projet. Donc, quand ils font ça, c'est gênant. Alors que, visiblement, ils avaient l'air d'avoir le projet depuis le début. Depuis le début, le retour de Palpatine, sous une forme ou une autre, était... ce qui est logique, puisque on clôture la saga, on boucle la boucle. Donc, narrativement, c'est que ça reste lui, le gros méchant, face aux Skywalker et à leurs alliés. C'est logique en fait. Bon, d'autres regrets, d'autres trucs qui séduisent moins. Alors, ouais, je pourrais dire qu'il n'y a pas d'alien en personnage principal. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça doit être l'effet Jar Jar. Ils se sont dit, ah non, plus jamais. Jamais plus. Bon, pourtant, c'est sûr que Yoda avait bien marché dans la trilogie originale. Après Jar Jar, ils se sont dit, Gungan est chaudé, craint l'eau froide. C'est ça. On nous y reprendra plus, donc ça reste uniquement dans le décor, à part Chewbacca qui continue à faire le chien-chien à sa mémère, enfin le chien-chien à son pépère. Mais d'ailleurs, ça aussi, peut-être petit regret, quand juste après la mort de Han, ils arrivent sur Dakar, que Leia les accueille, et tu pourrais penser que Chewie irait faire un câlin à sa maîtresse, en disant parce que quand même ils ont tous les deux, enfin ce sont quand même les deux personnes les plus proches de Han, et ils ont même pas un moment ensemble. Finalement, c'est Rey que Leia console. Ouais. C'est un peu bizarre quand même. Alors ça se comprend dans le sens où Rey c'est une civile, et Chewie il accompagne Finn et Poe et toute la clique. Ouais, mais c'est la famille quand même. Mais c'est la famille, enfin je veux dire. C'est ça. Ils viennent de perdre Anne, tuée par Ben.
Donc c'est un drame familial à tous les niveaux. Alors après, ils l'ont senti parce qu'ils se sont sentis obligés dans la BD. BD En de tout cas, Ray, c'est ça. Age of C'est Resistance, dans... je crois. Ah, c'est dans Age of Resistance. Voilà, c'est ça. Je La sais que BD dans de une Ray, ouais. BD, ils se sont sentis obligés de redonner ce moment parce que ça faisait partie des critiques qu'on a vu passer, qui pour le coup seraient des critiques un peu plus légitimes. Mm. Et la preuve, puisqu'ils se sont dit, ah ouais, peut-être que là, on a un petit peu été léger sur ce coup-là. Sur ce coup-là, ouais. Les gens n'ont pas bien compris. Et ça a renforcé la haine de certains vis-à-vis de Ray et le fait qu'elle sort de nulle part. Et, C'est la chouchoute. Ou alors ça alimentait Leia a reconnu sa fille. Enfin, tu vois, les conneries. C'est Ou ça, sa ouais. nièce, enfin. Conneries. Alors ça, la fille de son mari qu'il l'a trompée avec toute la moitié de la galaxie. C'était en plein was-off, mais il y en a quand même plein que ça n'arrête pas. Sinon, après, j'aurais des remarques sur l'épisode 8 et ensuite des remarques globales sur la postlogie jusqu'à présent. Est-ce que c'est bon pour toi, l'épisode 7 ? Sur l'épisode 7, éventuellement deux choses, mais qui peuvent aller sur l'épisode 8 après. C'est la première chose, ce serait Phasma. Ah bah oui, je l'ai noté aussi. Voilà, donc ça va également sur l'épisode 8, c'est-à-dire que Phasma, hypée, mais alors on va dire que c'est la Boba Fett de la postlogie. Mm-hmm. Elle a été hypée au possible, hein, puis encore une fois, bon, Gwendoline Christie est une très bien, enfin je veux dire c'est une très bonne actrice, elle l'a prouvé dans Game of Thrones, elle est capable de rendre plein d'émotions, elle tient complètement son rôle, et voilà, charismatique, et ben on n'en a rien de Phasma, elle sert pas à grand chose. Alors si elle sert dans l'arc de Finn, mais bon c'est vraiment un outil, et elle, du coup elle a pas de personnalité, elle pour le coup elle a pas d'arc, c'est un accessoire pour Finn. Du coup c'est un peu dommage. C'est un peu la Snoke de Finn au final. Voilà. Sauf que Snoke est vraiment posé comme le grand méchant, alors que Phasma c'est l'équivalent d'une figure. En fait elle personnifie le premier ordre pour Finn. Et sa capitaine, c'est une femme qui n'est pas féminine du tout, hein, qui est dans le rejet du féminin complet, mais finalement, elle personnifie la mère de substitution qui est devenue l'institution premier ordre pour les Stormtroopers, et en particulier Finn. Donc, c'est-à-dire, c'est une figure qu'il doit dépasser, qu'il doit vaincre, pour lui aussi passer à l'âge adulte, puisque lui aussi c'est un récit initiatique pour Finn aussi. Donc, c'est vrai que du coup, le fait que Phasma soit sous-exploitée, c'est vraiment dommage. Et dans l'épisode 8, il y avait une fin alternative, ou en tout cas, le combat était un petit peu différent avec Finn. À un moment donné, elle se retrouve obligée de tuer certains de ses Stormtroopers parce que Finn la balance en disant « Mais attends, sur Starkiller, tu t'es déballonné, c'est toi qui as retiré le bouclier dès que je t'ai mis un pistolet sur la tempe. » Et cette version-là était un petit peu plus intéressante. Bon, Finn finit par vaincre cette figure qu'il avait besoin de vaincre pour grandir, mais Phasma a été sous-exploité. Je pense que quand même ça nous dérangerait moins si c'était pas Gwendoline Christie, s'il n'y avait pas des considérations métatextuelles, ou en tout cas extérieures à l'univers Star Wars, qui viennent perturber un peu notre ressenti vis-à-vis de ce personnage. Je suis d'accord, je pense qu'il y a un préjugé du fait que c'est Gwendoline Christie, il y avait des attentes, on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi en soi, est-ce que c'est bien grave, mais disons que du coup ça me fait comparer avec l'autre accessoire de l'arc de Finn qui est Poe. Et Poe aurait dû être un accessoire puisqu'il devait mourir dans l'épisode 7, il aurait jamais dû rester, et je suis même pas sûre qu'il était à la fin de Starkiller, il aurait dû mourir pratiquement. Pour moi, voilà, c'était un accessoire dans l'arc de Finn à mettre en parallèle avec Phasma. Et du coup, c'est devenu un personnage à part entière. Alors, je ne dis pas que Poe n'est pas intéressant et que Oscar Isaac ne fait pas du bon travail et que c'est pas intéressant ce qu'ils ont fait quand même. Encore que tout l'arc autour de Poe, etc., a généré pas mal de problèmes dans l'épisode 8, puisque c'est aussi une des grosses critiques des fanboys. Donc finalement, Poe, il a créé beaucoup de soucis narrativement parlant, alors que ça devait pas être sa place. Même là, avec Rey, avec sa fameuse phrase à la fin du je sais, là, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, et puis qui fait que maintenant, il y en a plein qui sont « Oh, c'est le nouveau couple !» alors que pas du tout. Vous arrêtez tout de suite votre délire. Hein. Mais voilà, Poe,
génère des problèmes. En soi, il me dérange pas. C'est l'antithèse de Phasma, c'est-à-dire que effectivement, ils devaient dégager, finalement ils l'ont gardée, et Phasma, on s'attendait à ce qu'elle soit plus importante qu'elle ne l'a été, et elle s'est un peu passée à la trappe, quoi. Donc oui, Poe, what the fuck, il est toujours là. Là où je trouve que Rian Johnson a bien rectifié le tir, c'est qu'il lui a donné un arc complet dans l'épisode 8, qui a posé problème, comme tu l'as dit, aux fanboys, parce que c'est une déconstruction du héros macho, du flyboy, voilà. Mais je pense que sur le long terme, c'est intéressant qu'il y ait cette déconstruction. On a la déconstruction d'un méchant avec Kylo. On a une meilleure représentation des femmes, les femmes de pouvoir qui sont pas des garces, des femmes qui sont des geekettes et des ingénieurs qui sont pas des combattants, qui se retrouvent à mettre les mains dans autre chose que le cambouis, mais vraiment les mains sur les manettes, voilà. Donc c'est une déconstruction supplémentaire et elle a un arc très intéressant. Je pense que dans l'épisode 9, la destinée de Poe devrait justifier le fait qu'on ait conservé ce personnage et que finalement Rian Johnson ait réussi à lui donner plus d'épaisseur qu'il ne devait en avoir à la base. Et c'est là où tu te dis, pauvre Gwendoline Christie, parce que son charisme aurait justifié qu'on prenne soin de son personnage, qu'on lui donne vraiment matière à montrer tout son talent. Là où le charme et le charisme d'Oscar Isaac a fait exactement ça, où il a carrément maintenu son personnage en vie là où il devait dégager et lui a donné une importance essentielle dans l'arc de Finn et plus largement dans l'arc de la Résistance et même l'arc de Leia. Donc c'est vrai que c'est un peu la thèse et l'antithèse, ces deux personnages. C'est ça, disons que c'est dans les destinées croisées que je ferai un commentaire, parce qu'en soi, moi, Phasma, j'en attendais pas grand-chose, et puis honnêtement, je m'en fiche, mais bon, après, oui, t'as raison, c'est intéressant ce qu'ils ont fait de Poe. Moi, ce qui m'aurait bien intéressé, qui ne va pas arriver, mais il y a un moment, c'était une théorie qui me séduisait assez, je dois dire, c'est que ça aurait été les parallèles croisés entre Kylo et Poe, parce que souvent on dit, voilà, Poe c'est finalement le fils spirituel que Han et Leia auraient dû avoir, c'est-à-dire le fils de substitution, le Golden Boy qu'ils n'ont pas eu, qui ferait un rival à Kylo. Je trouvais ça assez intéressant de voir Poe, fils chéri, qui finalement arriverait peut-être à la fin à devenir Dark, à avoir une trajectoire où on passe du héros à l'anti-héros, et en parallèle d'avoir Kylo qui commence en anti-héros et qui finirait en héros. Ouais. J'aimais bien cette possibilité-là, qui ressemble pour le coup à Gaston et la Bête dans La Belle et la Bête. Ouais. En plus, il y a des similarités, des similitudes physiques qui sont intéressantes. C'est vrai que des fois, même dans le look, son nouveau look à peau en cartouchière est assez réminiscent du look de Gaston dans La Belle et la Bête. Donc ça aurait pu être une piste, je ne pense pas du tout qu'ils vont aller de ce côté-là, ça m'aurait assez plu, donc probablement il y a des auteurs qui le font en fanfiction, donc voilà, ça existe sûrement, donc à voir sur AO3, je pense pas qu'on va aller là, mais ça aurait été une piste. Ouais, la théorie de Dark Tamron... de Dark Poe avait un côté séduisant, quoi. Effectivement, mais quand même, dans l'épisode 8, il provoque plus de morts que Kylo, Ah bah oui. Il faut qu'il vive avec ça. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de le voir éprouver du remords là-dessus. Dans Resistance Reborn, qu'on est en train de lire toutes les deux en ce moment, là, il a pris conscience de toutes les morts qu'il a causées à cause de ses mauvaises décisions et de son côté flyboy, maverick, je défonce tout, voilà, et puis sans réfléchir. Donc je pense que ça, on en verra les fruits dans l'épisode 9 et dans le genre de leader qu'il sera dans l'épisode 9. Enfin, j'espère pour lui qu'il va évoluer, parce que c'est un personnage avec lequel j'ai du mal. Pas à cause de l'acteur, parce que j'aime beaucoup Oscar Isaac, comme tout le monde, mais c'est un personnage qui m'est antipathique, en tout cas pour le moment. Ah bah pour le coup, c'est un personnage problématique, qui réveille pas mal de choses en masculinité toxique à voir. Donc pour toute façon, il va falloir qu'on fasse un épisode aussi spécial sur la représentation des hommes. Je pense que sur Star Wars, ça devrait s'imposer. C'est quoi être un homme dans Star Wars, faudra peut-être faire un bon point là-dessus. Mais je pense que les arcs en parallèle là, que je viens de mentionner, en fait c'est parce qu'on le voit dans l'épisode 8. C'est effectivement, comme tu dis, le moment où Poe est en dévolution, ou en tout cas en crise existentielle.
vers le dark, vers le Ouais. sombre, enfin vers le ratage, les échecs, le fait qu'il est responsable de la mort de plein de gens au début à cause de sa confiance en lui. Et dans le même temps, on voit Kylo qui lui a d'autres inquiétudes, angoisses et d'être retenté vers la lumière et qu'on le revoit sous un jour positif. En fait, on voit Poe sous un jour négatif et on commence à voir Kylo sous un jour positif. Donc il y a eu à un moment cette valse hésitation dans l'épisode 8 sur les parallèles entre les deux. Alors que jusqu'à présent, Poe pour moi, il est intéressant uniquement dans l'arc de Finn. Ouais. Et je pense qu'il va y rester. Mais voir comment ça va se passer dans l'épisode 9. En même temps, il y a eu quelques phrases qui ont été prononcées dans le mode ah ouais, mais bon, Rey fait son truc de son côté, et puis nous, on fait autre chose d'une autre. Donc, je suis pas sûre qu'ils vont encore vraiment avoir beaucoup d'interactions. Probablement quelques-unes. Entre Pasaana et le On a vu Destroyer, il y a des beaucoup de scènes possibilités. où Voilà. c'est le gang, c'est ça qu'on nous vend aussi. Mais il est évident qu'à un moment donné, l'intrigue liée à la Force va partir de son côté et que la fine équipe sera séparée. C'est clair. Ah bah, de toute façon, c'est sûr que quand ils vont se revoir, vu que la dernière fois c'était en mode torture, Ah, je pense ils vont qu'il pas y aura un être sympas, moment hein. gênant. Il y a un moment gênant. Même chose pour Finn. La dernière fois, c'était en mode j'explose l'épine dorsale. Donc, C'est ça. ça va être un petit peu. Les retrouvailles vont être un petit peu compliquées à tous les niveaux. Ah bah, faut avoir prévoir une sortie tequila, tu sais. Ils vont aller en mode, pour le coup, sortie de mec, aller une bonne virée au pub, après une bonne bière, oh les copains. Je pense qu'il va y avoir une telle urgence en face, une telle menace face à eux qu'ils vont devoir s'unir. À un moment donné, ça va pas effacer tout le reste, mais toutes les autres considérations vont passer au second plan. Ouais, ça va repasser Il va derrière. falloir une sacrée menace en face pour justifier le fait qu'on passe vite sur ce côté. Ah, tu m'as torturé, il n'y aura pas de règlement de compte à OK Corral. Ouais, bah c'était la guerre. Hein. Bon, du coup, on a glissé sur l'épisode 8. Il y a des petites maladresses qui sont comme ça perdues au milieu du génie de Rian Johnson, hein, par ailleurs, sur ce film. Moi, je trouve quand même que l'idée de la course-poursuite au ralenti... On a la même alors. C'est vraiment. Alors, ce qu'il faut bien garder à l'esprit entre l'approche de JJ et l'approche de Rian Johnson, c'est que Rian Johnson, il a vraiment un film qui est complètement soumis aux exigences des arcs de développement des personnages. Ce qui fait que certains éléments de l'intrigue, en particulier de l'action, ont l'air artificiels ou un peu capillotractés pour permettre au développement des personnages de se faire en toute liberté. Et je pense que cette histoire de course-poursuite au ralenti, c'est un outil, vraiment une astuce d'intrigue assez maladroite. Ah, c'est une fausse bonne idée. Hein. C'est une fausse bonne idée, mais pour le coup, le développement des personnages a tout le champ nécessaire pour se faire. Et ben oui, mais alors, du coup, comme certains partent en mode science-fiction à vouloir expliquer les choses, en fait, ça donne trop de contexte. Ils auraient dû rester vagues, parce que ça amène effectivement plein de questionnements derrière. Ah bon, alors attends, alors avec l'essence, mais alors du coup, d'autres membres de la... Enfin, ils auraient pas pu envoyer d'un autre point de la galaxie une flotte qui les prenait en avant pour leur tirer dessus par l'autre côté. Enfin, oui, non, c'est... T'as l'impression que c'est... Alors en plus, c'est la course-poursuite la plus lente de l'histoire de l'univers, où ils sont là, t'as l'impression que t'as deux mémés en trottinette sur un trottoir qui sont en train de se courir l'une après l'autre. Enfin, et puis la question de la temporalité, parce que c'est vrai qu'il y a du coup... Alors, il y a une unité de lieu et d'action quasiment. Hein. On est presque dans une vraie tragédie à la française, dans le théâtre classique. Exactement. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait limiter sur 3 jours. On a envie de dire que ça se passe sur 3-4 jours. Ça se passe en plus juste à la fin de l'épisode d'avant, que je raconte. Je pense qu'il s'est passé quelques jours ou quelques semaines, je pense. Pas grand-chose, voilà. Disons qu'on quitterait au moment où elle part... on quitterait au moment où elle est en train de donner le sabre laser. On la retrouve au moment où elle donne le sabre laser. Du côté de Rey, on est ensuite... C'est tout de suite après. Tout son trajet vers Arto, c'est le moment où Kylo il est en train de guérir, parce qu'il faut le temps qu'il cicatrise quand même.
même si le Bacta a des propriétés presque magiques, voilà. Et c'est le moment où pendant ce temps-là, la résistance, ils font les funérailles de Anne qu'on ne voit pas dans le film, mais qui ont lieu dans la novélisation, et ils préparent l'évacuation. Et oui, mais ça va du coup, c'est vrai que dans la mesure où c'est édité, là maintenant c'est monté, t'as l'impression que les trucs sont concomitants. Donc du coup, c'est vrai que ça pose des problèmes parce que Ray, on a l'impression que alors je sais pas combien dure une journée sur Acto, hein, Ouais, c'est parce ça. qu'il y a ça aussi. Ouais. Mais le fait est qu'on a l'impression que ça dure 3 jours ou 4 jours. En théorie, c'est une leçon, une journée, mais comme du coup le premier jour elle a pas sa leçon, ça peut être 4-5 jours. Alors vous voyez, c'est des considérations. Encore une fois, on est en train d'en papaouter des mouches. Hein. C'est vraiment chercher les détails. On a le même problème dans l'épisode 5 entre l'entraînement de Luke sur Dagobah qui a l'air de prendre Oui, des semaines, alors que la course-poursuite Anne-Leia. Donc en soi, c'est pas. Je pense que ce truc de temps, on peut s'en sortir par une pirouette en disant, en fonction de la planète où tu es, le temps n'est pas le même. Mais moi, c'est vraiment cette histoire de course-poursuite au ralenti. Bon, clairement, j'ai grillé tout de suite. Ok, oui. Ryan, t'as mis ça en place parce que tu veux développer tes personnages. C'est vraiment les personnages qui t'intéressent le plus. Je pense que c'est quelque chose typiquement que JJ ne mettrait pas en place dans un de ses films parce qu'il a une autre approche de l'action. Il s'intéresse aux personnages, bien sûr, mais Ryan est vraiment allé complètement dans cette direction et bon, je pense qu'il savait qu'il prenait un risque à ce niveau-là, il l'a pris et c'est vrai qu'on a des personnages qui évoluent. Puis alors attends, c'est vrai que c'est bizarre. Alors attends, les mecs qui se prennent le chou sur la force, ça marche pas comme ça. Mais moi j'aurais plus de problèmes sur les vaisseaux. C'est-à-dire quel est l'intérêt d'avoir des vaisseaux s'il peut pas tirer sur d'autres vaisseaux qui sont devant parce que soi-disant ils sont trop près ou trop petits ou trop gros. Enfin, toutes les excuses bidons qui peuvent nous sortir pendant le truc. Le problème c'est qu'en plus ils te donnent les justifications. À la limite ils nous disent rien et puis nous on se dit bah comment ça se fait. Mais en plus ils se sentent d'expliquer, ce qui à mon avis est une erreur de nous parler de d'essence, de machin, de trajectoire, de distance, de possibilité du champ de rayon. Mais à ce moment-là, pourquoi ils leur larguent pas tous les TIE Fighters comme on voit au début avec Kylo pour leur tirer dessus et faire des trous dans les machins et qui sombrent façon Titanic? C'est un peu bizarre aussi ça, parce que eux, ils ont pas de problème d'essence pendant ce temps-là. Donc c'est vrai que, comme tu le dis, sur le plan de l'histoire, fallait que ça se passe comme ça, parce qu'il fallait gagner du temps et machin. Mais là, ils se sont tirés une balle dans le pied avec ce truc-là. Peut-être qu'ils auraient pu faire ça autrement. Donc je suis d'accord avec toi. Cette course-poursuite qui est un gag, hein, connaissant la malice de Rian Johnson, je pense qu'à un moment, il a dit « Attends, on va faire ça, puis on va trop se marrer. » Voir les gens se prendre le chou là-dessus. Moi, je pense que c'est un... Là, il a fait le troll, à mon avis, Rian Johnson, tu vois. Sur ce truc-là. Qu'il fait assez régulièrement. Je dirais d'une manière générale, le montage de l'épisode 8 est parfois maladroit. Au niveau du rythme, ce que beaucoup de gens, pas des fanboys énervés, mais des gens de avec des bonnes intentions, ont noté. J'aurais tendance à être d'accord que le montage est un petit peu maladroit. Il y a des ruptures de rythme qui sont pas toujours très très heureuses. Bah oui, mais le montage est maladroit, mais à part pour les scènes avec Kylo et Rey, et bon, quand t'as ce montage-là avec tout ce qui va avec, voilà, à ce moment-là, ce serait le regret que j'ai sur l'ensemble de la postlogie, c'est qu'en fait, ils auraient dû faire le film que sur Kylo et Rey, que sur les scènes entre les deux. Pour moi, l'épisode 7, ce que j'ai pas dit avant, mais l'épisode 7, pour moi, il a commencé à me plaire, il a commencé à m'intriguer, à piquer ma curiosité, à partir du moment où il se rend compte sur Takodana. Le problème, c'est que, pratiquement, ton film, t'es à plus de la moitié, quoi. Non, moi, c'est What Girl? Comment ça? Quelle fille? Ok. Moi, j'avais senti le Villinos Crush à ce moment-là, déjà. Peut-être, mais comme on les voit pas ensemble, si tu veux, pour le coup, la mayonnaise, elle a pas complète d'accord. T'as les œufs dans le frigo et puis t'as l'huile sur le plan de travail. Mais je veux dire, t'as pas commencé à mélanger dans le bol. Et moi, pour le coup, c'est quand tu les mets dans le même bol que ça m'intéresse. Et, ou alors quand oui, c'est vrai, quand ils parlent de l'autre. Maintenant, parce qu'il y a eu la rencontre, ça m'intéresse quand ils parlent de l'autre. Mais mes scènes préférées, c'est les scènes entre deux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de scènes. Et que peut-être ils ont été un peu trop dans la subtilité sur... Alors, ça me dérange pas la subtilité, ça me dérange pas l'implicite et le sous-texte, et parce que nous on arrive à le lire, nous, il n'y a pas que Aurélie et moi, mais je veux dire voilà, dans le sens où il y a plein de gens qui le voient et qui le lisent très bien, mais le problème c'est à vouloir être trop justement dans l'implicité, par exemple ne pas avoir utilisé les termes attirance, amour, que ce soit pas, par exemple même dans sa déclaration, pour le coup quitte à aller à la Darcy, mais il aurait pu lui dire qu'il
aimait, ou en tout cas être plus explicite, ce qui fait qu'on Mhm. serait moins en mode il veut juste diriger la galaxie avec elle parce que tous les deux c'est des Jedi puissants, il sait pas du tout parce qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Mhm. Je sais pas, mais encore une fois, ils se sont tirés des balles dans le pied à plein de moments qui expliquent qu'on soit aujourd'hui encore avec de la promotion qui est pas. On voit passer encore des choses sur Internet et sur les médias et sur les magazines où c'est pas précis, quoi. Mm. Oui, non, c'est vrai que ils ont maintenu l'ambiguïté, ce que je comprends, mais du coup, je pense qu'ils ont voulu être trop subtils. Moi, dans le développement de la relation entre Rey et Kylo dans l'épisode 8, j'aime beaucoup toutes les scènes qu'ils ont ensemble. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Ah hein, bah évidemment, mais j'avoue que un Force Bond de plus, une session Skype de plus dans l'épisode 8, avant elle s'expédie ou ça escaladait un petit peu vite à mon goût, j'aurais aimé encore un Skype Ah bah oui, oui. entre les deux. Elle passe de ah t'es un monstre à ok je m'expédie en mode Blanche-Neige, c'est l'homme de ma vie, je vais le sauver. Ouais, bon, enfin, plutôt c'est dans le conte de fées, c'est pas bien grave non plus. Mais alors, du coup, tu me remets sur les scènes coupées sur lesquelles je vais piquer ma crise, hein. Peut-être Ah, qu'on je aurait. sais où Alors, tu vas aller, je pense. je sais, je suis pas contre Canto Bight, moi, hein. Je vais dire ça tout de suite, on l'a déjà dit, c'est bon. Mhm. Mais peut-être qu'ils auraient pu raccourcir, parce que supprimer la scène où elle attaque le village Ouais, des la troisième Lanais, leçon. la leçon, effectivement, qui manque, qui est juste avant Kylo à poil, ce qui va nous permettre de vous remettre l'image subrepticement. Et ben, et ben donc, voilà, je trouve ça dommage de l'avoir enlevé cette scène-là. Dans son développement, c'était important. C'était important, on l'avait évoqué quand on a fait la vidéo sur les porgs, le fait que les Lanais soient associés à la fertilité, à la reproduction, que c'est presque une célébration de mariage. En plus, à un moment donné, Luke l'invite à danser. C'est comme si le père ou le beau-père invitait la mariée à danser. Et puis juste après, elle retrouve qui? Elle retrouve Kylo torse-poil. Et ensuite, elle fonce dans la grotte de la transformation, dans la grotte du côté obscur. Donc dans l'arc de Rey, cette troisième leçon, elle est hyper importante. Et dans l'arc de Luke aussi, hein, puisqu'elle lui botte le cul en lui disant écoute, tu te fous de ma gueule, t'arrêtes pas de me troller depuis que je suis arrivée sur l'île. Pendant ce temps-là, nos amis se font défoncer, y compris ta sœur, quoi. Parce que c'est suite à ça qu'il va se reconnecter à la force en plus. Parce que là, du coup, on sait pas pourquoi il se reconnecte à la force à ce Parce moment-là. qu'elle l'a recadré, tu vois. Mm. Donc cette troisième leçon, pareil, ça faisait partie c'était sur ma liste. Je regrette vraiment qu'elle ait été sacrifiée pour des raisons de longueur de film. Oui, effectivement, ils auraient pu raccourcir un petit peu Canto Bight, le condenser un petit peu. Même si, comme toi, je n'ai rien contre l'arc de Canto Bight, il sert l'arc de Finn et puis le world building, ça on était déjà revenu dessus aussi. Mais bon, cette troisième leçon, c'était vraiment dommage qu'elle ait été sacrifiée dans le montage final. On aurait pu avoir un twerk de Luc, et dis donc, tu vois ce qu'il dansait la Macarena, la lambada, tu vois, bon, on a raté ça. C'est quand même dommage, on n'a jamais vu Luc danser finalement, parce que finalement, même avec les Ewoks, ils n'avaient pas trop insisté là-dessus. Non. Mais l'autre truc qu'ils ont coupé aussi, c'est le petit échange qu'on a également dans la novélisation, quand elle vient de s'expédier en FedEx sur le Suprématie, et qu'il l'accueille là, où Ah ils oui. ont l'échange de regards, et il lui prend son sabre laser, et il y a un petit moment un peu flirt, hein, et on C'est sait aussi que... du flirt. Ouais. Ouais, et on sait qu'il y a cette fameuse chanson là, le rap de Daisy Ridley sur l'intégrale de Star Wars qu'elle a fait chez Jimmy Fallon, Ah où ouais. on a quand même eu les deux phrases qui tuent, hein, j'en retiendrai que ça, c'était Kylo se baladait sans chemise, hein. Kylo était un petit peu flirtouille. Ouais, il est en mode à l'humeur quand même. Hein. C'est ça. Bon, voilà, ça a été dit. Puis alors avec un petit clin d'œil, un petit regard un petit complice de la déhanché demoiselle, aussi, voilà. On voyait que la donzelle était également d'humeur flirtouille. Et ben ce petit échange là, coquinou là, avant la scène de l'ascenseur, et ben c'est dommage parce qu'on les a pas eu finalement tous les deux en mode coquinou jusqu'à Ouais. présent. Chaque fois c'est tellement chargé en émotions. Un petit peu de flirt.
Et ils sont un peu de légèreté, s'il vous plaît, parce qu'ils sont toujours ultra C'est ça, sérieux. c'était le moment là d'être un peu fleurtouille. Et alors là, pour l'instant, c'est vrai que sur l'épisode 9, ils nous ont pas laissé entendre beaucoup de fleurtouille. Je pense que Hein. ça va être très sérieux, mais ça va être Oh. très, 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 très tendu dans tous les sens du terme. Ah, moi j'espère qu'on aura quand même. Parce que tu sais, toutes les deux, en plus, on reveut du Kylo cynique, sarcastique. Donc si on pouvait avoir un mélange de sarcasme fleurtouillant, Oh wouh, yeah! On signe! remets une bûche dans la cheminée. Enlève ta chemise, t'es tout mouillé! C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah là, sur l'étoile, on peut pas faire plus mouillé, plus subtexte. Non, je pense qu'au niveau du subtexte et du texte, hein, on va quand même être très gâtés dans l'épisode 9. Mais bon, ça va être un épisode assez dark jusqu'à sa résolution triomphante, mais c'est normal. Ouais, mais bon, ils peuvent très bien avoir prévu quand même des moments un peu plus légers. De toute façon, on va avoir de la blagounette. Il va Hein. Déjà, il y falloir. a Claude hein, qui est là quand même. Claude et Babou Fric nous incitent à la bagounette hein, déjà à la base. Je pense que Bébé on n'a 8 et pas trop. Dio vont sans Mais oui, doute mais on en n'a même faire pas aussi. parlé, tu vois, sur les aliens. J'ai oublié de parler de Claude parce que c'est quand même et de Babou Fric. Mais bon, c'est pas grave, on va avoir l'occasion de parler. Vous allez entendre parler que d'eux sur les 5 mois à venir sur nos épisodes. Donc je pense qu'on va se rattraper après. Point quand même, moi, qui me pose problème dans l'épisode 8, c'est l'attitude de Leia face à Kylo. Je dois dire que dans la scène de Crate, moi, ça m'énerve carrément. Elle n'a pas vu son fils depuis des années, depuis qu'il est passé du côté obscur et probablement même avant, puisque elle le voyait quand même pas beaucoup, comme on peut le voir dans le roman Lien du sang. Et donc là, pour la première fois, elle a son fils qui est de l'autre côté de la porte. Ça me choque énormément, moi, qu'elle elle n'ait pas comme réflexe de foutu pour foutu, hein, de courir de l'autre côté de la porte pour se mettre en ligne de mire, voir son fils, puisque je pense qu'elle a senti que c'était pas lui qui avait tiré sur elle. Alors, certes, la dernière fois qu'elle a envoyé Anne au casse-pipe pour ramener son fils à la maison, il n'en est pas revenu, mais au point où elle en est quand même, de savoir que ils sont comme au bout du rouleau. Elle a son fils de l'autre côté, elle n'y va pas. C'est un truc pour moi qui me paraît aberrant. Alors, je sais très bien pourquoi ils le font scénaristiquement. C'est parce que chaque film de la postlogie devait retourner sur le lien entre les personnages de la trilogie originale et Kylo, ou Rey d'ailleurs. Donc le premier est centré sur Han Solo, le deuxième sur Luke, et donc le dernier sur Leia, devait être consacré à Leia. Malheureusement, avec le décès de Carrie Fisher, ça a un petit peu changé les choses, même si apparemment ils sont arrivés à nous faire des miracles, ce qu'on attend avec impatience. Mais quand même, bien que je sache qu'ils ont prévu que le rapprochement entre la mère et le fils apparaisse sur la fin, ce qui semble logique par rapport à l'histoire des Skywalker et la tradition de la séparation entre la mère et le fils, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Enfin, elle a expliqué à Han Solo dans l'épisode 7 que Luke c'était pas son père et que Luke pouvait pas faire grand chose. Et là, non, elle reste assise dans son fauteuil. Elle envoie Luke qui n'est pas le père, qui est long, qui a merdé en plus dans son rôle de tuteur. Elle l'envoie face à son fils. Elle va même pas essayer de le regarder, pour citer Vador, avec ses propres yeux. Ça me rend absolument dingo. Moi, j'ai plus rien, moi. Moi, c'est T'as autre pareil. chose Non, Eh moi, c'était voilà. bon. C'était On a bon fait pour le moi. tour. Ouais, parce que finalement, on l'aime, hein, notre postlogie, nous. Oh oui. On Oh l'adore. Et on demande que ce soit certifié, tamponné, garanti par l'épisode 9, parce que l'épisode 9, on demande qu'à l'aimer. Oh, mais je pense que tous les ingrédients sont là pour qu'on l'aime. Non, pas inquiète. Voilà, on va y aller avec notre petit cœur battant. Et puis notre petit cœur battant va pas être arraché façon alien de notre poitrine. Tu vois, Ou façon le temple maudit, hein, pour rester avec Oh, Harrison Ford. Kalima, Kalima. Non, je pense que c'est bon, nos petits cœurs vont battre la chamade et ça va être... Et on pourra dire que ouais, la postlogie restera notre trilogie préférée. Je sais pas pour toi Aurélie, moi je m'avance. Moi clairement la postlogie c'est ma trilogie préférée. Elle pourrait détrôner la trilogie d'origine de mon enfance, ce qui est quand même invraisemblable. Bien parti. Ah bon Ouais, Mais c'est pas bien parti? Ah si, c'est très bien parti. Ah bah alors?
Bah, que l'épisode 8 soit arrivé dans mon top 3 illico presto, c'est juste pour quelqu'un qui a grandi avec Star Wars, c'était quasiment inimaginable qu'un personnage ait réussi à remplacer Darth Vader dans mes affections. Ça aussi, c'était inimaginable. Et on n'a que 2 films sur 3, donc belle prouesse de la postlogie déjà, quoi qu'il arrive. Ah, moi, j'ai fâché des gens hein, le jour où on m'a demandé quel était mon film Star Wars préféré. Je dis, bah, le 8. Bon, en 2, le 5, mais c'est vrai que là, ce jour-là, je crois la personne à qui j'ai dit ça a failli faire une crise cardiaque. Moi, le 5 reste indétrôné pour le moment. Pour le Ah moment. bon, bah quand même. Ouais. Écoute, alors, reste à voir si... Bah, de toute façon, on fera probablement notre inventaire après en disant, bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant qu'on a eu tous les films de la saga Skywalker, on vous redira quel est notre préféré et puis on vous incitera à nous dire où vous en êtes vous-même Ouais. de votre inventaire. Sur ce, on va vous laisser en vous retrouvant demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent et on vous incite à nous dire peut-être ce que vous avez pas aimé. Alors non, on va pas les inciter à nous dire ce qu'ils ont pas aimé dans la postlogie parce que bien que probablement plein de gens vont cliquer en se disant ouais chouette encore un truc qui va alors c'est bien, ça va peut-être nous attirer de nouvelles personnes hein, qui vont peut-être découvrir notre chaîne, mais non, ici vous allez pas retrouver le je déteste ils ont ruiné Star Wars à mort la postlogie, donc non, on vous encourage pas pour une fois à nous dire ce que vous avez pas aimé dans la postlogie. Enfin, Quoique si, nos abonnés habitués, ah oui, ah bah peut-être. faites-le, Oui. restez bienveillants. De toute façon, si vous ne pouvez pas rester bienveillant et courtois dans les commentaires, avec Claire, on n'hésitera pas à vous mettre un vieux coup de sabre laser dans la tronche. Hein, voilà, cet espace restera protégé et bienveillant, quoi qu'il advienne. Voilà, c'est-à-dire argumenter ce que vous n'aimez pas. C'est-à-dire, si c'est pas, voilà, faut argumenter ou rester correct. Bien sûr, restez correct en toutes circonstances, hein, c'est la moindre des choses. A priori, on est tous des gens bien élevés, en tout cas, on l'espère. Donc, on va vous laisser là-dessus, et puis ça se rapproche, hein, notre calendrier de l'Avent. Voilà, encore une journée de passé. Donc, à demain pour la suite de nos aventures. À demain!